Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, sur l'insistance de Clément Dossin, on va parler du Royal Wedding. Alors Clément, cette cérémonie, tu m'as paru très ému devant. Il a gardé sa chemise. Il y avait Mike Tyndall, non ? Oui. Voilà, absolument. ça fait un petit lien avec le rugby. Je crois qu'il y avait même James Haskell, ce qui a beaucoup déplu au Wasp. Enfin non, il y a eu un accord avec les Wasps. Enfin bon, bref, il pouvait y aller parce qu'il était blessé. Bon, voilà, il a mis son beau costume et il était présent. Voilà, bon bah comme c'est pas qu'une comédie romantique, la vie, et que c'est aussi les barrages du top 14, on va y venir. Des barrages so amazing qui ont vu Lyon et Castres contre presque toute attente priver Toulon et Toulouse de dessert. Alors on va regarder du côté des vainqueurs pour se demander si Pierre Mignoni, le manager du Loup, est le meilleur entraîneur du top 14. Puis on va regarder du côté des vaincus et on cherchera les responsables de la saison ratée du RCT. Et on finira en parlant des demi-finales, Montpellier-Lyon et Racing-Castres. On se demandera si les jeux ne sont pas déjà faits. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, donc, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Laurent Confistron, bonjour Laurent. Bonjour. Et Alex Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. D'abord, et malgré des pressions que j'ai subies pour qu'on ne revienne pas sur vos pronostics de la semaine dernière, on revient sur vos pronostics de la semaine dernière. Dur Alex, c'est de l'ex. Vous aviez certes tous pensé que Toulon allait s'imposer facilement contre Lyon, mais vous aviez aussi quasiment tous vu Castres s'offrir le stade toulousain, donc c'est pas mal. Hein, voilà, c'était pas fait tout de suite, cette qualif du CO. Elle était moins, elle est moins surprenante comme ça que celle de Lyon à Toulon. Mais effectivement, c'est un peu planté sur la qualif de Lyon à Toulon. Moi, le premier. Ok, premier thème, donc très bonne nouvelle pour les journalistes. Le Lyon Olympique Université s'est qualifié. On va donc pouvoir faire plein de jeux de mots pendant une semaine de plus. On s'en est déjà donné à cœur joie ce week-end. Oui, vous avez été très très bien. Très bien. Le pilouri était... Celui-là, on l'avait pas, on l'avait jamais fait, je crois. Autant la gueule du loup, etc., mais le pilouri... Le pilouri, là, joli. Parce que oui, le loup a mangé le petit chaperon rouge. Enfin, en l'occurrence, le gros chaperon rouge et noir. Et si le loup y était, c'est parce qu'il a un coach qui a fait exactement ce qu'il fallait. Alors, la vie étant ironique, c'est un coach 100% toulonnais qui a sorti Toulon. Je vous le wikipédiatise rapidement. Pierre Mignoni, il a 41 ans, il est né à Toulon. Il a commencé sa carrière de joueur à Toulon. Il a terminé sa carrière de joueur à Toulon. Il a commencé sa carrière d'entraîneur à Toulon. Ça, c'était l'époque Laporte. L'ancien demi de mêlée international s'occupait des arrières. Il a donc un bouclier de champion de France et 3 étoiles de champion d'Europe sur son CV d'ailleurs. Mais quand Bernard Laporte est parti, le président de Toulon, Mourad Boudjelal, ne l'a pas retenu, on va dire ça pudiquement. Il a donc filé à Lyon, qu'il a directement fait remonter en top 14. Début de la belle histoire, puisque 2 saisons plus tard, le Loup atteint ses premières demi-finales avec un coach qui a passé tout son barrage. Clément a hurlé Debout !» Il n'a pas fait que ça, hein. Il a vraiment géré ce barrage hyper intelligemment, je crois, on peut dire. Il a tellement bien géré que est-ce qu'on peut le voir direct comme le meilleur entraîneur de top 14, Pierre Mignoni, Clément ? Si on met d'un côté l'effectif dont il dispose et qu'on met de l'autre les résultats auxquels il parvient, on peut penser qu'il n'est pas loin d'arriver effectivement au meilleur rendement par rapport à la matière dont il dispose, les joueurs. Il a aussi un côté bâtisseur extrêmement intéressant. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a pris les rênes de ce club-là. Il l'a pris en Pro D2 et la progression est continue. Attention, il n'y a encore pas si longtemps ici, on disait beaucoup de bien aussi de Patrice Colazo. On a vu comment ça s'était achevé avec à peu près le même profil de bâtisseur et puis d'arriver à dénicher des talents ou à recycler des garçons revanchards. Donc mais à l'instant T, oui, je pense que c'est sans doute si ce n'est le meilleur, l'un des 2 ou 3 meilleurs coachs en France. Je reparlerai de stratégie peut-être un peu plus tard, mais je voulais aussi dire autre chose qui m'a échappé là, à l'instant présent. Donc je passe la parole à mes petits camarades. Laurent, quel temps fait-il ?
Il fait très beau à Toulouse. Non, sinon, pour en revenir à Pierre Mignoni, oui, effectivement, c'est l'entraîneur à la mode du moment. Je pense que, effectivement, il y a 2-3 ans, c'était Urios qui avait fait monter Oyonnax en terminant premier du Pro D2, qu'il avait amené en Coupe d'Europe, ils avaient terminé 6e la saison d'après, donc on parlait beaucoup d'Urios comme le meilleur entraîneur à l'époque. L'an dernier, effectivement, c'était plutôt Patrice Colazo avec ses résultats à La Rochelle. Cette saison, effectivement, si on fait le ratio effectif résultat obtenu, je pense que Pierre Mignoni n'est pas loin d'être le numéro 1, ouais. Urios doit pas être loin quand même, parce que et lui en termes, Urios, sur le ratio Castres. Sur le ratio qualité d'effectif résultat, parce que l'effectif de Castres n'est pas largement supérieur à celui du Loup aujourd'hui. Il est plus expérimenté, disons, je pense quand même. Il a un peu plus d'expérience, ouais. Après, il y a des vieux gars aussi au Loup quand même. Il y a les deux. Ouais. Non, mais disons qu'il est plus expérimenté à haut niveau, celui ils ont l'habitude des barrages. Oui, d'accord, voilà. ok. Oui, ils ont l'habitude des barrages. J'ai eu 8 barrages en 9 ans quand même, du côté du CO. Donc, ils ont l'habitude de avec les mêmes joueurs. Quasiment, ouais. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire, ça y est. Ça m'est revenu. Ouais. Donc n'hésite pas à couper la parole de quelqu'un. Pardon, Alex, t'avais pas fini. Non, mais c'était de rappeler aussi les regrets de Boudjelal de l'avoir laissé partir. Je pense que Boudjelal n'avait pas senti, au moment où il l'a laissé partir en 2015, la moelle, toute l'épaisseur de Pierre Mignoni. Il le considérait comme un adjoint et certainement pas comme ce manager qu'il est devenu aujourd'hui. Or, aujourd'hui, voilà, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui a de l'étoffe, qui est plus qu'un petit entraîneur de terrain, qui a des qualités de meneur d'hommes indéniables, parce que quand on arrive à faire ce qu'il a fait ce week-end avec son équipe, c'est que les mecs le suivent sans trop douter. Et voilà, donc tout ça pour dire que pour que Boudjelal se soit trompé il y a 3 ans, qu'ils le reconnaissent là, c'est... Je sais même pas si on peut dire que le résultat de Lyon aujourd'hui prouve que Boudjelal s'est trompé. Parce qu'en fait, quand il était à Toulon, Pierre Mignoni, c'était le technicien, on va dire, du staff du RCT, de Laporte. Laporte, il avait le côté meneur d'hommes, les grandes décisions, etc. Delmas s'occupait de la conquête et lui s'occupait de toute l'animation, les 3/4, etc. Et là-dessus, il est hyper bon. Mais à l'époque, rien ne laissait penser qu'il était un manager possible, en puissance. Mais rien ne dit non plus aujourd'hui que s'il avait pris le RCT, il aurait réussi à maintenir le RCT parmi les écuries, les finalistes possibles du top 14 ou de la Coupe d'Europe, qui ne sont pas depuis, en tout cas cette saison. Donc je ne sais même pas si on peut dire ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il a fait à Oulu, il a trouvé un club dans lequel il a réussi à mettre sa patte, qu'il n'aurait peut-être pas réussi à faire à Toulon. Oulu, il a eu les mains libres sur le recrutement, il a bien joué les coups, il bâtit. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il manque un truc au Loup, mais c'est quelque part assez logique par rapport à leur effectif. Je trouve pas leur jeu hyper emballant, quoi. Là, ce week-end, ils ont eu avant tout une grosse défense, mais sur la saison dans l'ensemble, c'est pas l'équipe, c'est pas La Rochelle de l'an dernier avec Colazo et Garbajosa, ou enfin de l'an dernier, de la saison passée, qui avait un jeu hyper positif, hyper offensif. Là, on n'est pas encore là-dedans. On y sera peut-être un jour. En tout cas, c'est très structuré, quoi. Il s'adapte aussi sans doute, oui, à ses hommes, quoi. Il arrive à tirer le maximum de l'effectif. Après, quand même, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur quand on voit mais bon, c'est pas le sujet de Mignoni, mais juste quand on voit le bordel, hein, disons-le comme c'est, à Toulon en termes de management, d'entraîneurs consommés depuis la fin de l'ère Laporte. Il y en a eu 3, je crois. Plus que ça, hein, Dominguez, Ford, l'autre anglais, il y a eu Delmas aussi. Voilà, il y a eu Delmas. Sans compter les adjoints, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'il le dit lui-même, il le regrette. Il dit que c'est une erreur aujourd'hui, voilà, que Mignoni aurait pu assurer une forme de transition. Mais effectivement, je pense qu'il n'aurait pas laissé le temps. Peut-être qu'il n'aurait pas laissé le temps non plus. Non, mais d'accord, c'est sûr. Mais on va pas refaire l'histoire. Après, je voulais en revenir à ce barrage en tant que tel, parce que ce qu'il a fait stratégiquement, clairement, voilà, je pense que sur ce barrage, il a mangé Galtier, quoi, d'une certaine manière. Il savait très bien. Alex a raison dans le sens où le jeu du Loup est pas encore achevé, je pense, et en plus il lui manquait sa charnière, Couillou Boxis,
Il lui manquait Armitage, qui est un joueur d'expérience derrière. Ferns par rapport au début de saison. Bon, ça, qui est blessé de longue durée. Donc il a adapté sa stratégie, il savait très bien qu'il allait subir beaucoup, on l'avait dit ici la semaine dernière, il a adapté sa stratégie en fonction de ça. Notamment, c'est pour moi le coup de Trafalgar de ce match-là, c'est le changement de l'intégralité de son 5 de devant à la 43e minute. Ce qui lui a permis en fait de tirer le maximum sur la corde du 5 de devant titulaire le plus longtemps possible, avec ces fameux debout, en leur demandant une activité défensive phénoménale. Une stat comme ça en passant, Lambé, deuxième ligne, termine son match, mais ça veut dire ses 43 minutes à 18 plaquages. Bon, si on extrapole, c'est-à-dire qu'il pouvait finir à plus de 30 plaquages, c'est monumental. Ou il mourrait, ouais. C'était l'autre solution. Voilà, mais bon, tout est à l'avenant. Ivaldi, pareil. Codella, pareil. Les mecs qui sont rentrés, même niveau d'implication défensive. Et ça, c'est un coup de génie parce que d'abord, c'est un gros risque. Si jamais après il a des blessés, bon, ça aurait pu être compliqué pour lui. Et ça lui a permis, voilà, d'appliquer ce plan de jeu, certes minimaliste, défensif, mais de le faire à la perfection, quoi. Et puis de tirer la quintessence de ces mecs. Toi, Laurent, qui est sur le terrain régulièrement, tu sais ce qu'en pensent les autres de Mignoni ou ça ressort pas encore? En tout cas, j'ai rien entendu de négatif à son sujet. C'est plutôt du positif. C'est l'entraîneur en vogue qui monte, quoi. C'est vrai que depuis 3 ans qu'il est à Lyon, il a des résultats quand même assez extraordinaires. La première année, ils sont, je crois, déjà sûrs d'être numéro 1 à la trêve quasiment. Ils finissent avec 25 victoires en 30 matchs. L'an dernier, il termine 10e pour une première saison en top 14. Et là, c'est 5e de la saison régulière, qualifié en demi-finale. Franchement, c'est difficile de faire mieux pour des débuts d'entraîneur en chef, en tout cas. Ouais. Mais il est jeune en plus. Il a 41 ans. Ouais. Mais il est très structuré, c'est ça qui est assez... que ce soit, on retrouve ça dans le jeu du Loup, mais on le retrouve aussi dans la manière dont il bâtit sportivement cette équipe. On sent que c'est pensé, que... je me rappelle avoir lu une interview de lui par Arnaud Requena chez nous il y a quelques mois de ça, où on sentait qu'il était déjà en projection sur les étapes la saison d'après. De toute façon, il a re-signé pour 5 ans, je crois. Il est là pour très longtemps. Mais justement, cette interview avait été faite à cette occasion-là, parce que c'était l'entraîneur qui était engagé sur la plus longue durée, du coup, au-delà des Travers et l'Habit, je crois, même. 2023, ouais. Ce qui donne aussi un confort pour lui, une confiance. Et encore une fois, je reviens à ça. Mourad Boudjelal ne fera jamais fait signer Pierre Mignoni jusqu'en 2023. Et du coup, je pense qu'on ne bosse pas pareil. Et même le message vis-à-vis des joueurs n'est pas le même. En cours de saison, à un moment, il a tapé du poing sur la table, justement après une défaite à Toulon. Il avait dit si les joueurs ne s'y mettent pas, c'est moi qui vais partir. C'est le genre de choses qui, dans un club avec de la fragilité, les joueurs ils peuvent se retourner contre toi et puis c'est fini. Or là, confiance du club, confiance, les joueurs derrière, ils n'ont pas senti d'espace pour s'infiltrer, pour essayer de l'écarter. Je ne sais même pas s'il a des questions ou pas, mais en tout cas, voilà, solidité, quoi. Et aujourd'hui, ça paye. Et encore une fois, tout ça, c'est un contexte qui est vachement porteur pour un entraîneur, beaucoup plus que d'être à Toulon où ça aurait été compliqué quoi qu'il arrive, parce qu'il aurait vécu en plus avec l'ombre de Bernard Laporte, les questions, les machins. Je rappelle que... Il peut avoir un destin au-dessus. Oui. International, c'est un proche de Bernard Laporte. Il a été invité la saison dernière avec les Barbarians en Afrique du Sud pour les entraîner. Je pense qu'il est vraiment dans les tablettes pour aller au-dessus d'ici peu. C'est là que je voulais en venir. Je rappelais que quand Noves a été écarté, son nom a beaucoup circulé. C'était sans doute trop tôt. Il est encore effectivement très jeune dans son expérience en top 14. Il va falloir aussi voir comment il va digérer la saison prochaine avec la Coupe d'Europe à gérer en plus. Ça, on a bien vu à La Rochelle que ça avait été quelque chose de compliqué. Donc voilà. Petite anecdote, justement, tu parlais, Alex, du fait qu'il avait prolongé longuement. Arnaud Requena, qui était donc à Toulon vendredi soir, lui a dit « Mais t'as re-signé 5 ans, maintenant une demi-finale, qu'est-ce qui se passe? Tu vas re-signer pour 10 ans ?» Et bon, il a pris ça à la rigolade, Mignoni, et il a rappelé justement l'exemple de Collazo, puisque Collazo aussi avait signé sur une longue durée à La Rochelle. On a bien vu que ça ne l'avait pas empêché d'exploser, en tout cas l'alliance La Rochelle-Collazo d'exploser en vol ces dernières semaines. Donc rien n'est gravé dans le marbre, mais c'est sûr que Mignoni construit plutôt bien son début de carrière d'entraîneur. Ok, vous en avez
parlé beaucoup là de Toulon, on va y passer. Après s'être fait éliminer en quart de finale de Champions Cup au Munster, c'était ? Au Munster. J'ai pas révisé. 29. Joli. Les Toulonnais se sont fait éliminer en quart de finale de top 14 chez eux, cette fois 19-19. Le Loup qualifié au nombre d'essais, 2 contre un seul pour Toulon, qui est pourtant la meilleure attaque de la phase régulière. Toulon et sa pourtant meilleure ligne d'attaque de toutes les galaxies, on peut dire. Après le match, Mourad Boudjelal, le super-héros de la petite phrase, est apparu tellement calme que c'était un petit peu flippant. C'est suspect. Pourtant, il y avait de quoi avoir envie de tout casser chez soi, puisque c'est la pire saison du RCT depuis 2011. Mais non, c'est un président abattu qui a pointé une responsabilité collective, qui a même conforté le staff. Alors, c'est quand même l'occasion de rappeler que quand un entraîneur est conforté par son président, il n'est pas rare qu'il prenne un coup de râpe dans les 15 jours. Ça vient du foot. On va voir si ça va tenir dans le rugby, si ça peut s'appliquer dans le rugby. Ouais, d'autant qu'il est conforté avec une jolie pierre dans le jardin, on en reparlera après. Mais... C'est ça. Je te conforte, mais bon, quand même, je suis pas très content de ce que tu as fait. Vous, messieurs, la responsabilité collective, vous achetez ou on peut tout de même pointer du doigt des responsables Alex, cette saison à jeter à la poubelle, comme a dit Mathieu Bastaro, c'est la faute à qui, selon toi ? Je pense que la responsabilité est collective, parce qu'elle est forcément collective à Toulon, où le président s'occupe largement du recrutement. Donc ça, c'est une première chose. Après, techniquement... je pense que il y a des choses intéressantes dans ce qu'a réussi Toulon cette saison, mais en même temps, il y a tellement de creux dans leurs matchs, entre leurs matchs ou au sein même de leurs matchs, qu'il y a forcément un problème de transmission, de compréhension du message, d'analyse des matchs, peut-être d'ambition, parce que c'est la question de Boudjelal, c'est est-ce qu'on joue pas trop, est-ce qu'on joue pas un jeu qui ne correspond pas oui, c'est ce qu'il a dit à la fin du dont tu parlais, Clément. Et après, il y a la question aussi, je pense que si on reprend le quart de finale du Munster, qui est le premier échec de la saison, il y a une responsabilité des joueurs aussi, il y a eu des bêtises phénoménales sur ce match-là. Et ce qui est marrant au final, c'est que Toulon, qui a énormément marqué cette saison, est éliminé de la Coupe d'Europe et du top 14 sur les mêmes scénarios, en créant beaucoup d'occasions, mais en ne marquant pas, en mettant pas les occasions au fond. Et voilà, ça montre qu'il y a du chemin à faire pour qu'ils maîtrisent leur jeu, quoi. Le coupable numéro 1, ça reste Chris Ashton, quand même. Sur le dernier match. Il a merdouiné de ballons d'essai. C'est une boutade, mais voilà, ça arrive au pire moment. Il fait l'en avant qu'il fait jamais. Il a marqué 23 essais cette saison, c'est monumental. Et certainement le plus facile des 24, puisque ça devait être le 24e, il dégueule le ballon dans l'embut. Donc voilà. Bon, après... Galtier a bon dos de rappeler que oui, et s'il devait y avoir 3 essais, blablabla. C'est vrai, ils ont archi dominé ce match. Et s'il y avait Alf Penny. Et s'il y avait Alf Penny. Moi, je pense quand même que c'est compliqué. Je pense que Galtier a quand même une part de responsabilité. Sur la saison, effectivement, il y avait des choses qui étaient très très séduisantes. Je suis le premier à avoir pensé que Toulon serait champion de France. Voilà, il y a une semaine, j'étais persuadé qu'ils étaient partis sur cette lancée-là. Le match contre Castres avait été vraiment extrêmement impressionnant et je pensais qu'ils avaient finalement trouvé le truc sur la durée d'un match et que ça pouvait faire beaucoup de grabuge en phase finale. Mais là, je disais que Mignoni l'a mangé stratégiquement. Je parlais d'un remplacement de génie de Mignoni. Et à l'inverse, j'ai pas très très bien compris la gestion de la charnière de Galtier sur ce match-là. Il sort Escand et Bello. C'est vrai qu'ils étaient dans le dur, mais il les sort juste après qu'ils aient enfin pris le score. Il fait rentrer Trinduc, qui revient de blessure qu'on n'a pas vu depuis plus d'un mois, dont on sait qu'il est quand même fragile cette saison, pas que physiquement, c'est-à-dire qu'il a la merdouille du Munster, elle lui est notamment imputable. Il fait pourtant pas une mauvaise rentrée, mais il se reblesse. Enfin voilà, il y a des choix qui m'ont paru un petit peu étonnants. Quant à Boudjelal, mais c'est ce que tu disais Alex ce midi, et je pense que tu as raison. Voilà, il a beau jeu de vouloir réclamer un jeu musclé,
aux hormones, mais qui correspond à l'histoire du RCT, mais est-ce qui correspond à l'effectif actuel du RCT? Qui l'a construit. Or, l'effectif actuel du RCT, voilà, Lacafia, c'est un super joueur, mais Lacafia, c'est pas Rosso, c'est pas Rosso ou Juan Smith ou des joueurs comme ça, quoi. Donc, il faut se poser aussi les bonnes questions. Je pense que Galtier, avec l'effectif qu'il avait, a fait de belles choses. Ah oui, la force du RCT aujourd'hui, c'est plutôt plus derrière que devant, c'est sûr. Mais de manière générale, j'ai du mal, moi, personnellement, à m'enflammer sur la saison du RCT. Là, cette saison, ils ont effectivement gagné pas mal de matchs en saison régulière, mais souvent contre des adversaires qui profitaient du déplacement à Toulon pour faire tourner l'effectif. En Coupe d'Europe, ils ont eu la chance de tomber avec le club italien. Bon, sans vouloir les dénigrer, c'est toujours plus facile quand même de se qualifier dans ces conditions-là. Après, ils perdent effectivement leurs 2 matchs de phase finale, finalement, contre le Munster. C'est ça. Et c'est ce qu'on retient au final, quoi. Donc c'est compliqué, mais je pense que les responsabilités sont évidemment à partager entre le président, l'entraîneur et les joueurs. Première saison sans demi-finale pour le RCT depuis 2011. Ouais. Donc c'est un vrai échec pour l'intégralité du club. Pour Galtier aussi, c'est sûr que c'est certainement pas la première saison qu'il avait envisagée. Je le revois encore le sourire aux lèvres en conf de presse la semaine dernière en disant ça y est, c'est maintenant que tout commence et qu'on va voir ce qu'on va voir. Et voilà, il disait qu'ils étaient sans doute plus forts que jamais par rapport à l'intégralité de leur saison. Donc patatras, quoi. Et on va voir si ces prochains jours, le calme de Boudjelal se maintient. Et l'RCT n'a plus rien gagné depuis le départ de Pierre Mignoni, finalement. C'est ça. Oui, voilà. 2015, c'était la dernière Coupe d'Europe, 2015. Ouais, c'est ça. Ouais. Contre qui? Alors, moi, je ne m'en souviens pas. J'ai trop de mémoire. On dira pas que c'était de Clermont. C'est tout. On a fait le tour du RCT, les gars? Oui. Alors, on passe au dernier thème, les demi-finales. Ce week-end, tout le monde chez Jean-Michel Aulas. Et oui, cette année, c'est du stade de l'Olympique Lyonnais, répondant au nom romantique de Groupama Stadium, que sortiront les 2 finalistes du top 14. Vendredi 21h, Montpellier jouera contre Lyon. Lyon joue à Lyon, mais vu ce que ça a donné de recevoir ce week-end en barrage, on peut difficilement dire que c'est un atout. Et samedi, à 16h45, le Racing sera opposé à Castres. Alors, certes, entre la finale de Champions Cup et les barrages, Montpellier n'a pas joué depuis le 5 mai. Certes, le Racing doit digérer sa défaite en finale de Champions Cup, mais quand même, Laurent, sur le papier, il semblerait qu'il n'y ait pas photo. Non, le 2 juin, Stade de France, ce sera Racing Montpellier. Les jeux sont faits. Allez savoir. Moi, j'ai des pronostics si vous voulez, je suis super balèze. La logique voudrait que ce soit ça, mais bon, je pense que les Lyonnais ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec n'importe qui. Même là, ils ont quand même, ils auront eu à peine une semaine pour préparer leur match, alors que les Montpelliérains sont au repos depuis 3 semaines. Mais allez savoir, peut-être que ça va jouer en défaveur des Héroltais. D'autant que Montpellier, je suis pas sûr qu'ils aient préparé un match contre Lyon. En fait. Non, c'est possible. Ouais. J'ai dû être surpris comme un petit peu tout le monde. Quant à l'autre demi-finale, Racing-Castres, les Castrés, pareil, à Toulouse, ils ont fait un super match. Là, pour le coup, ils ont aussi une semaine mobilisée sur le deuxième match. Président et l'entraîneur ont dit que ce n'était qu'une étape, Toulouse, donc ils sont vraiment, je pense, focus sur cette demi-finale contre le Racing qu'ils connaissent bien. Ça sera la 5e fois qu'ils se joueront cette saison. La balance est côté Racing, puisqu'ils ont gagné 3 fois sur 4. Donc, et qu'ils auraient dû gagner la 4e fois aussi, si Thomas n'avait pas lâché un ballon dans le but. Dont les 2 fois en top 14. Mais bon, voilà, il manque du monde quand même au Racing. Hein. Je ne sais pas avec quel ouvreur ils vont, sûrement Thalès, mais bon, voilà, il n'y a pas Lambi, Carter est un peu juste, ils ont plus Machno, ils ont perdu Ryan aussi en deuxième ligne. Je pense que pour moi, c'est la demi-finale en tout cas qui s'annonce la plus indécise des deux, quoi. Alex, t'es d'accord? Même l'autre, en fait, je la vois un peu indécise parce que y a aussi une leçon du week-end qu'on n'a pas abordée, c'est que Toulouse et Toulon avaient fait tourner pour la 26e journée du top 14. Et que les 2 équipes sont arrivées sur les barrages avec 3 semaines sans avoir joué. Et les 2 équipes sont sorties. Et Montpellier se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire va jouer après 3 semaines de repos. Et la question du rythme, elle est importante. Je sais qu'à Toulon, par exemple, ils se posaient la question avant le match contre Pau, la 20e journée, ils se disaient qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie notre équipe dans un dernier galop d'essai, on va dire, avant le barrage, ou est-ce qu'on met tout le monde au repos, comme ça on est sûr de ne pas avoir d'autres blessés comme Issa? Et ils savaient que c'était un pari. Dans les deux cas, ils savaient que c'était un pari.
et ben, ces paris perdus, ça, je pense que ça a un peu joué. Et la question, est-ce que Montpellier va digérer ce manque de temps de jeu, quoi, ce manque de vécu commun sur les dernières semaines, parce que à un moment, rattaquer un match avec autant d'enjeux, autant de rythme et autant de pression, sans avoir un vécu commun récent, c'est pas facile en fait. Mais voilà, c'est pour ça que je le vois un peu ouvert. Et en même temps, je dis ça, mais Lyon, je pense qu'ils vont être mâchés. Ils sont mâchés ce matin, enfin cet après-midi plutôt, après leur barrage. Et en plus, ils ont plein d'absents. Donc c'est pareil, il y a du mauvais dans les deux situations. Mais je le vois ouvert aussi, ce barrage-là, de cette demi-finale. Je suis pas convaincu que Montpellier va passer aussi aisément que le laisse penser le classement de la saison, quoi. Moi, je crois beaucoup aussi à la dynamique des barrages. Ces dernières saisons, on a vu que les demi-finalistes directs, ils avaient souvent du mal à se remettre dedans. Donc, je pense que voilà, c'est presque en fait, il y a un biais, je trouve, maintenant dans ce championnat. Le barrage, il est positif, quoi. Quand tu sors du barrage, ça rappelle les vieilles aventures des phases finales qui commençaient en 16e, en 8e, en quart. Bon, bah maintenant, il n'y a plus tout ça, mais il reste ce faux quart de finale. Et de la confiance qui naît, voilà, tu as joué un tour de plus que l'autre, et en fait, je pense que c'est un avantage plus qu'un inconvénient. Alors certes, dans la limite des stocks disponibles et des joueurs qui restent à disposition, quoi. Et c'est vrai que le Loup a payé un lourd tribut déjà. Il faudra voir s'il récupère Couillou ou pas, ça peut compter. Je pense que Boxis, c'est mort. Michalak, sauf miracle, je vois pas trop comment il pourrait être rétabli. Mais voilà, ça c'est la première chose. Et je rapprocherai assez Montpellier de Toulon dans un sens. C'est que comme Toulon, c'est un Toulon plus quand même, mais comme Toulon, c'est un nouvel entraîneur à la tête cette année qui a transformé aussi le jeu de cette équipe-là. Patiemment, peut-être de manière moins radicale que Galtier, parce qu'il s'est quand même beaucoup appuyé sur ce qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire une bande de Golgoth qui défonce tout sur son passage. Mais il l'a fait évoluer quand même, même si tu n'es pas d'accord avec moi, Christelle. Petit à petit, Cruden prend ses marques petit à petit. C'est très long, c'est de la greffe, mais du temps à prendre. Et c'est une équipe qui, comme Toulon, ne maîtrise pas son rugby de la première à la 80e minute d'un match. Donc, il y a une faille. C'est pas un leader qui écrase tout sur son passage. Ils ont été impressionnants, mais il y a des failles dans cette équipe, et je pense qu'on peut faire confiance à Mignoni pour les exploiter. Et ils ont perdu à Gerland. Et ils ont perdu à Gerland leur dernier match, le 5 mai. Donc avec une équipe, certes... À Gerland, c'est à Lyon. Ouais, elle était pas mal, cette équipe, quand même. Il y avait Picamol, il y avait Cruden, il manquait quelques joueurs. Derrière, elle était très costaud. Ouais. Devant, le 5 de devant, notamment, était très remanié. Donc, mais même chose, ça veut dire que ces mecs-là, ils n'ont pas joué non pas depuis 3 semaines, mais depuis 4 semaines. Donc, bien sûr. Voilà, va falloir voir comment le vieux Bismarck Duplessis, il va digérer une entame de feu d'Ivaldi, qui va avoir envie de lui manger la tête. Enfin voilà, donc il y a une vraie interrogation. Je mets Montpellier légèrement favori, mais de toute façon, maintenant, je me prononce plus. 19-19, tiens, c'est un bon pronostic, ça. Et qui marque le plus d'essais? ça va se jouer au tir au but, tiens, voilà. Non, et l'autre demi-finale, mais même chose, je vais pas être beaucoup plus original que mes petits camarades, c'est ouvert, il y a l'interrogation du rebond post-finale de Coupe d'Europe. Donc, je suis étonné quand même que vous voyez les matchs aussi ouverts. C'est des matchs un peu refroidis par les barrages. Non, mais c'est des matchs de phase finale. Et il y a une constante sur ces deux barrages, c'est que ce sont les deux équipes qui ont décidé, qui l'ont décidé soit stratégiquement, c'était le cas de Lyon, soit c'est l'histoire du match qui a fait que, la physionomie du match qui a fait que, sont les deux équipes qui ont le moins possédé le ballon qui l'ont emporté. Alors qu'on avait beaucoup dit que c'était cette saison le retour de l'attaque en top 14, etc. Mais dans des proportions assez hallucinantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 25 minutes de possession pour l'équipe qui a perdu et 15 minutes pour l'équipe qui a gagné dans ces deux matchs-là. Donc voilà, peut-être que ça, c'est un des enseignements qu'on peut tirer en vue des demi-finales. Qu'il faut peut-être laisser le ballon à l'adversaire quand on ne sait pas trop quoi en faire. Super, revenons au top 14. Mais ça, tu peux vérifier ça au niveau international parfois aussi, hein, Christelle, c'est pas que propre au top 14. Hein. Mais je sais qu'Henri Bru, un ancien collègue, nous a toujours dit que plus tu faisais des passes et plus tu perdais de matchs. C'était vrai à l'époque où il était encore au journal, c'était vrai. Non mais c'est vrai. Les Blacks ont montré que c'était possible. L'évolution des règlements, ça fait que il y a quand même un mouvement vers davantage de jeux, davantage de passes. Mais là, effectivement, prépondérance du jeu au sol.
Je me rappelle que le Loup, contre Montpellier, quand ils battent le Montpellier dans la journée du top 14, ils s'étaient beaucoup appuyés sur des groupés pénétrants. Et je pense qu'on pourrait revoir le même genre de choses ce week-end. Mais voilà, c'est les phases finales. C'est comme ça. Christelle, faut pas faire cette petite moue triste. Les équipes qui sont censées jouer le plus, comme Clermont, Toulouse ou La Rochelle, elles sont plus là. Hein. Bah ouais, c'est horrible. Ouais. Le Racing, peut-être, il faudra voir. Le Racing, c'est une équipe qui avait quand même pris du... Christelle n'est pas d'accord avec ça, à nouveau. De toute façon, non, mais pour Christelle, il n'y a que Clermont qui joue, donc comme ça, c'est réglé. Il y avait La Rochelle et Toulouse aussi. Et puis jouer, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Voilà, c'est ça. Tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Vous avez 4 heures. Ah ben je ne peux pas, il faut que je fasse un journal. On peut juste dire un petit mot de Michalak, si jamais on ne peut plus jamais rien en dire, vu qu'il s'est fait exploser par Nonou, qui, comme d'hab, plaque à l'épaule, et qui du coup lui a défoncé la sienne épaule, et que plus jamais peut-être on ne le reverra. Non, vous l'aimez pas? Si. Mais d'ailleurs, voilà. C'est quand même. Non, mais voilà. Il y a eu la 26e journée, c'était le dernier match d'Aurélien Rougerie à Clermont. Et c'était aussi peut-être le dernier match de Frédéric Michalak. Et il y avait eu beaucoup, médiatiquement, il y a eu beaucoup d'échos autour de Rougerie qui étaient mérités. Et en fait, j'étais assez surpris parce que je me disais, mais Michalak, quand même, c'est peut-être son dernier match. Et je pense que Michalak a un poids dans l'histoire du rugby français assez, je pense, un peu plus important que celui d'Aurélien Rougerie, même si l'histoire n'est pas la même. Il a plus de titres. Il a plus de titres, ça a été une star il a dépassé le cadre de son propre sport. Ça aussi, c'était encore une petite perfidie. Mais bref, s'il a joué son dernier match ce week-end et qu'il s'est sorti sur une blessure comme ça, c'est moche. C'est moche parce que c'est... On peut discuter de son poste, est-ce que c'était un immense joueur ou pas, mais il aura en tout cas marqué son époque et puis il a duré, quoi. Cette action-là, elle me donne surtout envie de débattre, de légiférer sur. Voilà, je pense. La règle existe, c'est ça. Non, mais je pense au plaquage de Coubriache-Villy sur Trinduc il y a un mois. Enfin, dire, voilà, c'est des attentats, quoi. Maintenant, il les blesse, les gars. À partir du moment où l'adversaire sort, ça doit être, c'est carton rouge, quoi. Même sans attendre la sortie, à un moment, c'est presque. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des blessures sur ces choses-là, donc c'est quasiment aussi dangereux que mettre un coup de poing. Mais bien sûr. Donc, sanctionnons ça comme si on sanctionnait un coup de poing en commission de discipline. Les gars ont arrêté de mettre des coups de poing, peut-être qu'ils arrêteront de claquer à l'épaule. Faut qu'il met une claque, quoi. Dans le foot, souvent, le mec qui blesse quelqu'un comme ça sur un attentat, il purge la suspension jusqu'à ce que le joueur revienne, quoi. Je crois que Nonou a arrêté sa carrière, quoi. Ok, je voulais terminer sur vos pronostics, mais en fait, vous les avez un peu fait en parlant des demi. 19-19. 19-19 vendredi soir et 18-18 samedi après-midi. Pour qui, je sais pas. C'est pareil, ce sera au nombre d'essais aussi, le qualifié. Ah oui, ça change pas. Le règlement change pas d'une semaine à l'autre. On est capable en rugby de faire n'importe quoi, mais là, il y a une certaine logique quand même. Entre les barrages et vous lirez le règlement dans le journal vendredi matin. Cette fois, on essaiera de ne pas l'oublier. Si c'est Castres-Lyon en finale, en tout cas, alors là... Ouais. Ça valait une côte parce que ça c'est clair. Je voudrais juste dire quand même faire un énorme mea culpa aussi parce que de toute façon on se trompe sur tout donc mais on avait fait la côte des équipes à la lutte pour la phase finale genre un mois et demi avant la phase finale et Castres et Lyon étaient ceux à qui on donnait le moins de chances d'atteindre les barrages et résultat des courses ils sont en demi et ils seront peut-être en finale la semaine prochaine. Mais c'est la glorieuse incertitude du sport. C'est ça, exactement. Exactement. Eh bien, merci messieurs. C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec le méchant Clément Dossin, avec le gentil Laurent Campistron et avec... Attention à ce que tu vas dire. Perfide. Et avec le joli Alexandre Bardot. Tout bronzé. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et SoundCloud. N'hésitez pas, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on se retrouve la semaine prochaine.